Alors, salut Lauriane, on est hyper reconnaissant que tu sois avec nous aujourd'hui. Avec Donc, plaisir. Lauriane, t'as quel âge, Lauriane? Bientôt 35. Bientôt 35. Tu es mariée, Oui. fraîchement mariée, c'est Ouais. magnifique, et tu es une médecin gynécologue. Oui, Donc, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît, hein. Tu es connue même pendant tes études, oui. et tu es quand même une femme absolument exceptionnelle parce que à travers toutes tes études, tu as tenu bon au niveau de l'éthique, ce qui n'est pas évident en tant que gynécologue. Et puis aujourd'hui, on aimerait te poser quelques questions, les questions des femmes de l'école des femmes. Donc elles ont plusieurs questions pour toi, Lauriane. Donc je vais t'en poser quelques-unes. On a eu plein de questions avec Darlene. Et donc voilà, on commence. T'es prête? C'est parti. Alors, Lauriane, est-ce que tu pourrais m'éclairer sur les différences entre une fausse couche précoce, une grossesse chimique et un œuf clair? Oui. Alors, les trois termes, en tout cas, ont en commun le fait qu'il y ait eu une fécondation. L'œuf clair, ça va être la fécondation qui a lieu. Et ensuite, il y a une partie qui va continuer de se développer, notamment le début du placenta et le sac. Donc on va voir apparaître un sac de grossesse dans l'utérus à l'échographie. Mais par contre, l'embryon, lui, arrête de se développer très tôt et donc on ne le verra pas. Donc la définition, c'est de voir cette poche à l'intérieur de l'utérus, sans embryon, mais pour autant, il y a eu une fécondation. Il y a bien eu une vie qui s'est créée avec des cellules qui se sont multipliées, etc. Sauf qu'elle n'aboutira jamais sur un bébé. Voilà. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça Le s'arrête. développement s'est arrêté. Voilà. C'est vrai que souvent, les femmes, elles disent, le corps médical m'a dit qu'il y avait rien. C'était vide. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas puisqu'il y a un sac. Mhm. Enfin, on appelle ça un sac. Il y a cette poche avec le liquide amniotique, tout ce qui est précurseur de cette grossesse. Mais par contre, la partie, quand les cellules se sont organisées, au début, c'est deux cellules qui fusionnent, puis ça se développe, etc. Et la partie qui devait s'organiser pour former vraiment l'embryon ne s'est pas faite. Pour autant, il y a quand même eu cette fécondation au début avec un spermatozoïde et un ovule qui se sont rencontrés et qui ont généré une vie. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une vie? Il y avait une vie, C'est ça. tout à fait. Et puis, la vie commence quand, d'après toi? À la fécondation. À la fécondation. Après, on voit la vie parce que les cellules se multiplient. Il n'y Exactement. a pas de doute sur ça. La grossesse chimique, c'est en fait une fausse couche tellement précoce que il n'y a même pas vraiment de symptômes de fausse couche. C'est typiquement des femmes qui vont faire un test de grossesse qui va être positif et rapidement après qui va être négatif alors qu'elles n'ont pas eu des gros saignements, etc. et elles vont avoir leurs règles. Parce que ça c'est tellement peu développé que on va pas avoir ce qu'on retrouve sur les fausses couches en général, avec le retard de règles, des saignements qui sont très importants, etc. Mais s'il y a eu un test qui a été positif une fois, c'est pour ça qu'on dit chimique, parce qu'on a un test de grossesse qui est positif, il y a eu une fécondation et Il y a eu fécondation, donc il y avait une vie. il y avait une vie qu'on n'a jamais pu Excellent. voir parce que ça s'est arrêté tellement tôt que voilà. On voit maintenant des grossesses chimiques, d'autant plus que les femmes ont accès à des tests de grossesse de plus en plus performants. Voilà, Et donc, qui vont tôt. dépister des grossesses très très tôt. Et en fait, elles ne s'en seraient même pas rendues compte probablement avant, parce que souvent, il n'y a même pas de retard de règles, il n'y a pas vraiment de symptômes, quoi. Ok. Et la fausse couche précoce, Oui. c'est souvent les fausses couches qui sont un peu plus tard, où il y a eu un retard de règles. Ok. Merci beaucoup, Lauriane. Ça nous éclaire. Deuxième question. Quelles sont tes recommandations pour essayer de concevoir après une fausse couche, après curetage? Une fausse couche après curetage, ça veut dire qu'il y a eu une fausse couche avec souvent soit il y a eu une grossesse arrêtée, ça s'est pas évacué et on a essayé avec des médicaments où c'était tout de suite trop gros et on est allé au bloc opératoire pour aspirer ce qui restait dans l'utérus. Soit c'est parti que partiellement et on va aller aspirer ce qui reste. En soi, médicalement parlant, moi je conseille toujours aux patientes d'attendre un cycle, c'est-à-dire qu'elles aient
un retour de règles et que les règles viennent nettoyer l'endomètre avant de reconcevoir pour être sûr que ça ne gêne pas l'implantation derrière. Mhm. C'est pas indispensable puisqu'il y a des femmes qui, tout de suite après, vont pas avoir de retour de règles parce qu'à l'ovulation suivante, elles Elles sont enceintes. elles sont de nouveau enceintes. Euh, Ça, c'est médicalement et scientifiquement. Mais moi, je pense que c'est très important et je dis souvent aux patientes qu'il faut aussi qu'elles fassent le deuil de cette grossesse pour pas faire juste un bébé de remplacement. Exact. Ça, c'est important. Est-ce- Les bébés de remplacement. Oui. Donc nous, à l'église, par exemple, on en rencontre pas mal. Des gens qui sont des bébés de remplacement, mais qui sont des adultes. Et puis on remarque un symptôme un peu commun chez eux, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas vivre pour eux-mêmes, de ne pas avoir d'identité propre, et puis de devoir accomplir la mission d'un autre. Ça, c'est souvent le cas. Et puis spirituellement, on constate, surtout s'ils portent le prénom de l'enfant perdu juste avant, Mhm. ils portent un esprit de mort ou un esprit de dépression. Et pour ça, ils ont besoin de rencontrer le père, qui les adopte, qui puisse découvrir qu'ils sont uniques, qu'ils ont une identité propre et qu'ils soient délivrés de tous ces esprits potentiels qui les font stagner. Donc ça, c'est le côté un peu spi du problème. Ouais. Et l'autre chose, c'est la manière dont la maman va investir sa grossesse. Parce que si elle est toujours focalisée sur l'ancienne, elle risque d'être déçue au moment de la naissance si elle s'était imaginé des choses, si c'est un garçon alors qu'elle pensait que c'était une fille ou des choses comme ça, et qu'elle n'a pas fait ce deuil-là, de réaliser que c'est pas le même enfant que la première grossesse, par exemple. C'est d'autant plus si la fausse couche est tardive. Ouais. Exact. Merci beaucoup, Lauriane. Donc, troisième question. Est-ce que c'est normal d'être dépressive après un accouchement? Alors on parle souvent du baby blues, qui est une chute des hormones juste après l'accouchement et qui va avoir un impact sur notre humeur, on va dire. Et ça, on le considère comme normal. Voilà, c'est à peu C'est près combien de troisième, temps? quatrième jour après l'accouchement et ça s'arrête en quelques jours. Là, on est dans ce que nous, on appelle physiologique, c'est-à-dire c'est le déroulement normal du corps et c'est juste en lien avec la chute hormonale post-accouchement. Même si je pense qu'on peut prier pour ça, pour vivre sa grossesse et son accouchement et le reste de son accouchement sans vivre tous ces aléas. Exact. Mais si ça persiste, on peut rentrer dans quelque chose qu'on appelle la dépression du postpartum, où c'est une vraie dépression. C'est-à-dire on va avoir les symptômes de je suis triste, j'ai plus d'envie, je déprimée. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Bah oui, On puis est... c'est très dommageable pour l'enfant qui arrive et qui a besoin de sa ouais. maman, de l'attention, de l'amour, de Toute la l'attachement, tout famille, ça. ouais. Mhm. Ok. Donc moi j'ai remarqué dans les entretiens qu'on fait très régulièrement avec les femmes qu'il y a des moments clés dans la vie comme le mariage, comme l'accouchement, comme euh, enfin différents temps dans la vie qui sont propices à ce que toutes les problématiques intérieures et enfouies Mhm. reviennent à la lumière, genre les agressions sexuelles, les choses comme ça. Et puis, c'est des éléments déclencheurs, des événements déclencheurs comme le mariage, l'accouchement, Oui, et toutes ces choses-là remontent. oui. Donc, c'est pas le fait juste d'avoir accouché, mais c'est le fait d'être comme à cœur ouvert, si on Oui. peut dire ça comme ça. Ça, c'est aussi reconnu par la communauté scientifique. On dit que c'est des moments de vulnérabilité où on sait que les choses psychologiques qui sont pas réglées avant la grossesse ou avant l'accouchement peuvent rejaillir à ce moment-là, justement pour ce cœur ouvert, comme si tu l'as si bien décrit. Oui. Ok, bah ça nous éclaire, ça nous aide de savoir que c'est pas une fatalité la dépression postpartum, que c'est pas pour toutes les femmes, et que par contre c'est important avant de se marier, avant d'enfanter, de régler toutes ces problématiques en Ouais, fait. et c'est aussi possible de le faire Mm. pendant la grossesse, il faut le faire. Oui, Ouais. exactement. C'est jamais trop tard. Donc encore une autre question, est-il raisonnable selon vous, selon toi, Lauriane, de vouloir un enfant après 41 ans, et y a-t-il un âge au-delà duquel il ne faudrait plus essayer? Grande question. Alors si je disais non, je ne serais pas chrétienne puisque Sarah a enfanté
dans ses vieux tardivement. jours, Ouais, à 90 ans, 91 ans. c'est ça? On Heu, sait plus ou moins? ouais, ouais, Ah ouais, c'est écrit dans la 90 Bible, ans. hein. C'est écrit, il y Ouais, a je crois qu'elle a 90 ans et qu'il dit qu'il va revenir l'année suivante. waouh. Enfin que l'année suivante, elle aurait un fils. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un âge où il faut arrêter d'essayer. En soi, jusqu'à la ménopause, après ça relève du miraculeux, Mmh. mais jusqu'à la ménopause, on a des capacités pour enfanter et c'est bien pour ça que, on prescrit des contraceptifs, aux femmes jusqu'à ce qu'elles soient ménopausées. Mmh. Néanmoins, les chances d'être enceinte, elles diminuent drastiquement, avec l'âge, et notamment, on sait qu'après 41-42 ans, les chances d'être enceinte sont, quand même beaucoup plus faibles. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut pas essayer. Oui. Et on sait aussi, par contre, que, comme on va avoir des ovocytes, des ovules qui sont plus fatigués, qui arrivent moins à se diviser et cetera, à répartir les chromosomes, tout ça, on va avoir, plus de risques de grossesse, compliquées, de malformations et cetera. Mmh. Compliqué mais pas impossible, Compliqué, mais pas impossible. c'est vrai. Et puis nous, il faut dire que dans notre église, on a quand même eu une femme qui a accouché d'un bébé, magnifique et sans aucun handicap à 48 ans. Et ça, c'était le miracle de la maison. Il y en a. Il y en a, exact. Donc une autre question pour toi, Lauriane, merci, hein, tu réponds très bien à toutes ces questions. Que penser de la FIV, notamment avec ICSI, ICSI, hein, c'est comme Mmh. ça qu'on dit, dans le cadre du mariage et pour une femme célibataire qui désire un enfant? Alors là, il y a Qu'est-ce que tu 2 en penses? questions. Oui. Donc juste la FIV, donc c'est la fécondation in vitro, c'est le fait de Mmh. réaliser, une fécondation en dehors du corps de la femme. Oui. Et l'ICSI, c'est le fait d'injecter le spermatozoïde directement avec une petite seringue à l'intérieur de l'ovocyte, Pour être et sûr qu'il arrive au bon endroit. pour être sûr qu'il arrive au bon endroit et c'est alors qu'habituellement, on les met juste en contact et ils se débrouillent. Mmh. Un peu de sperme, Oui. hem, donc là, c'est surtout ce qu'on va proposer quand, les spermatozoïdes se mobilisent pas très bien et donc ont des difficultés pour rentrer à l'intérieur de l'ovocyte, bah, on leur file un coup de pouce. Mmh. En soi, si on pense qu'à ça, on voit pas forcément le problème, mais on rentre dans toute une réalité de la FIV qui va être, les embryons congelés. Oui. Donc les embryons congelés, ça veut dire que, concrètement, on va ponctionner des ovocytes, à, la femme, qu'ensuite on va mettre en contact avec, le sperme ou injecter directement, le spermatozoïde à l'intérieur et on va avoir un certain nombre, d'embryons congelés. Oui. Ou pas congelés, mais d'abord d'embryons frais qui Mmh. vont être congelés. On dit qu'à peu près la moitié des ovocytes, on arrive à en faire des embryons. Donc, si on prélève, 10 ovocytes, on a peut-être des chances d'avoir, 4 ou 5, embryons derrière. Évidemment, aujourd'hui en France, on ne réimplante plus 5 embryons. Il y a eu une époque où on était un peu plus, large dans, ce qui se faisait, mais maintenant on limite à 1 ou 2 embryons. Parfois. Heu, Mmh. voilà, dans cette étape qu'on appelle le transfert d'embryons et donc le reste, on va les mettre au congélateur. Bon, je dis congélateur pour que vous compreniez, en fait, ils Oui, sont dans c'est des pas cuves d'azote congélateur comme chez vous, hein. d'azote liquide. Et ensuite, ces embryons-là, ils ont, en gros, plusieurs possibilités par la suite. Ils sont gardés si le couple a un autre, projet, de grossesse. Il faut que les 2 partenaires soient, toujours, ensemble, Mmh. donc pour les prochaines grossesses. Et ensuite, si jamais ils ne veulent plus de grossesse, ils ont le choix entre soit ils sont détruits, soit, ils Les font embryons congelés, donc. les embryons congelés, Oui. soit, ils font un don, à la science, pour, les recherches, sur, ces cellules qui peuvent se transformer en n'importe quelle cellule du corps, donc d'une richesse en recherche, très importante. Soit ils sont, donnés, heu, à un couple qui n'a ni assez d'ovocytes, ni assez de spermatozoïdes, c'est le don d'embryons. Mmh. Heu, ou, on renouvelle la demande pour qu'ils restent, congelés parce qu'on veut aucune de ces L'alternative, solutions ouais. pour le moment. Mmh. Donc OK. ça fait réfléchir, est-ce que c'est éthique ou pas? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on fait des embryons derrière.
Oui. puisqu'on a dit juste avant que la vie commence à la fécondation, Mmh. Donc bah, ces embryons, c'est bien des vraies vies, quoi. c'est bien des vraies vies. Voilà. Et donc, le truc, c'est que quand on se lance dans un parcours de PMA comme ça, on ne sait pas combien d'embryons on va en avoir. Mmh. Le problème, c'est si ça marche très bien, parce que tout ça, quand je vous dis 50%, etc., c'est des statistiques. De la même manière, la statistique, c'est que quand on réimplante un embryon, il y en a que 25% qui vont vraiment tenir et aboutir à une grossesse. Mmh. Mais parfois, ça marche mieux que ça. Et comment on fait quand on a 10 embryons, 5 embryons, mais qu'on n'en veut qu'un ou deux, ou Voilà, ça pose des sacrées, questions quand même. ça pose des questions sur ce qu'on Mmh. fait après, derrière ces embryons. Donc à chaque fois qu'il va y avoir hem, ces questions au sujet de la FIV, des ovocytes congelés, et cetera, la question c'est: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe derrière?» Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc en fait, c'est parce que souvent on nous dit: «Mais est-ce que la FIV, c'est compatible avec la foi chrétienne et tout ça?» Mais, c'est pas juste la FIV compatible, en fait, c'est toutes ces questions d'embryons. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce Mmh qu'ils vont devenir? Est-ce mh. qu'on, on va tous les choisir, tous les implanter, ou est-ce qu'il y en aura qui seront éliminés sur le chemin? Donc ça, c'est des vraies questions éthiques. C'est ça, et puis c'est surtout que quand on commence son parcours, on ne sait pas ce que ça va donner. Mmh. C'est-à-dire que si on commence et qu'on veut deux enfants dans l'idéal, et que, on arrive à avoir pile 2 embryons et que les 2 marchent, ben, on peut dire que, Mmh. Ça c'est marche. ça marche avec, ce qu'on pense de l'éthique, chrétienne. Mais quand on commence, on n'en sait rien, Mmh. et peut-être qu'on en aura beaucoup plus que ça, et Oui, ça, on peut pas le prévoir. exact. Donc il faut être au courant de toutes ces choses-là. Et il y avait la deuxième question Oui, sur la deuxième femme question. célibataire qui désire un enfant. Oui. Grosse question éthique. Donc, si c'est une femme célibataire, ça veut dire qu'il va y avoir un don de sperme. Mmh. Ça veut dire que on va engendrer un bébé qui n'aura jamais de contact avec son père, ou à ses 18 ans maintenant, il peut demander à lever l'anonymat sur le don Mmh. et avoir une notion, mais c'est un bébé qui va grandir et un enfant qui va s'élever clairement sans papa dans ce cas-là. Euh, Et moi, je trouve que ça pose la question entre le droit d'avoir un enfant, le droit à l'enfant aujourd'hui qui est largement manifesté par toute notre Mmh. société. On veut un enfant quand on veut, euh, Comment on veut, comme on ouais, veut, voilà. Et le droit de l'enfant, c'est-à-dire on amène un enfant au monde, mais dans quelles conditions oui, et quelle voix on lui donne et à quelle cet voix on lui enfant? donne. Mmh. Est-ce qu'on a le droit de vouloir tellement un enfant qu'on va avoir un enfant à qui on prive d'une partie de lui-même, de sa relation au père, etc. Mmh. Et c'est pas du tout pareil selon moi avec l'adoption. Et je pense que ça me choque moins une femme seule ou un homme seul qui veut adopter parce qu'il s'est pas marié. Et je pense à Mardoché qui a élevé Esther, sa cousine, Mmh. comme si c'était la sienne après le décès de ses Oui, parents, oui. où on va restaurer un lien d'amour là où il y en avait pas, sur un enfant qui a été abandonné. Mmh. Pour moi, c'est pas du tout pareil que d'enfanter et de choisir, d'avoir un bébé amputé d'une partie de, Mmh. sa filiation. Je sais pas ce que tu en Oui, penses, toi? mais tout à fait, et puis c'est vrai que, bah, c'est une question aussi que souvent les femmes se posent quand elles hésitent à interrompre leur grossesse, c'est, mais cet enfant n'aura pas de père, donc il vaut mieux, hem, ne pas lui donner l'occasion de vivre, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est tout dépend le contexte, en fait, et Mmh. puis l'orientation qu'on donne à nos désirs. Et puis finalement, il est déjà là. Quand elle Mmh. se pose la question, il est déjà là. Voilà. Alors que là, on est en train de parler d'un cas où l'enfant n'est pas là, Mmh. et on va le créer. Oui, exactement. Non, mais c'est toutes des questions, hein. Puis, on peut parler d'un enfant doudou, un enfant, chosifié, un enfant, ben, je veux tout, tout de suite. C'est un petit peu la mentalité, d'aujourd'hui. On zappe, on et puis les enfants, bah, ils sont, devenus des objets, de désir ou de convoitise, et plus, une vie dans laquelle on va investir. Toutes ces questions, hein, c'est important quand même. Donc je continue parce qu'il y a plein de questions. Connais-tu la naprotechnologie, Lauriane, et quel est ton avis sur cette méthode? Ouais. Alors la naprotechnologie, donc napro c'est pour natural procreation, la Mmh. procréation naturelle. Et c'est tout un courant de la médecine qui a été développé aux États-Unis, et notamment par des catholiques, qui travaillent à la restauration de la fertilité.
C'est-à-dire que dans, la PMA, l'assistance médicale à la procréation, on va, proposer le plus souvent de, venir bypasser, de shunter des problèmes. Si les trompes sont bouchées, on va inséminer. Si, les spermatozoïdes sont pas assez, forts, on va aller jusqu'à la FIV-ICSI, si enfin voilà, Mmh. on va essayer de passer outre certains problèmes. Mmh. Alors que la naprotechnologie, c'est, d'analyser, finalement, en prescrivant des examens et en formant la femme à observer, son cycle, compter les jours entre ses règles, analyser, comment se passent ses règles, hem, étudier sa glaire cervicale pour avoir des informations sur, ce qui lui manque. Est-ce Mmh. qu'elle a un déséquilibre hormonal? Oui, Voilà. oui. On peut prescrire des échographies, parfois on peut aller au bloc opératoire pour faire une petite intervention s'il y a un problème à l'intérieur de l'utérus ou des trompes. Hem pour restaurer la fertilité, on va analyser, les spermatozoïdes, voir si, il y a besoin de les booster en donnant des compléments et cetera, pour qu'après la fécondation se fasse naturellement. Mmh. Forcément, ça peut moins bien marcher qu'une FIV, mais ça veut dire qu'on considère que la fécondation, elle se fait dans le couple. Ouais, c'est ça, ils considèrent le couple, c'est un peu l'alternative de la FIV ou l'alternative bio de la FIV, on Ouais, peut c'est dire un ça, peu, hein? c'est ça. Donc c'est trop bien. On connaît pas assez ça, mais sachez que ça existe et que vous pouvez vous renseigner sur ce sujet. Trop bien. Une autre question, Lauriane, est-ce que les dérèglements hormonaux peuvent avoir une origine spirituelle? Alors, aujourd'hui, il y a plein de raisons d'avoir des dérèglements, hormonaux. Merci, tous les perturbateurs Mmh. endocriniens, Oui. merci, la pilule qu'on a pris pendant des années, C'est merci, quoi les perturbateurs endocriniens? les perturbateurs endocriniens, Dis-nous quelques-uns. c'est un peu ce qu'on va retrouver dans, les plastiques qu'on chauffe, c'est des petites Mmh. particules qui vont agir sur, les glandes qui sécrètent nos hormones Mmh. et qui vont, dérégler nos hormones. C'est, Comme la les poêle biberons Tefal, qu'on réchauffe au micro-ondes, ça ouais, c'est les les biberons biberons en en plastique. plastique. Oui, oui. Ouais, avec la tétine ou Ouais, ouais. c'est, la le Tefal, qui est déjà un peu gratté, il y en a plein Ouais, dans il y en a l'eau plein. probablement Dans les aussi, cosmétiques, qu'on enfin il y en a. consomme, dans les cosmétiques énormément, dans les savons, Oui. tout ce qu'on s'applique sur le corps, dans les vêtements Bah oui. aussi, les textiles, d'où l'importance d'acheter, parfois du seconde main ou bien de laver plusieurs fois des vêtements, qu'on vient d'acheter Mmh. et ça va venir, dérégler, nos hormones. Heu, il y a des maladies, qui peuvent dérégler nos hormones aussi. Mais moi, je suis persuadée, et peut-être tu auras des exemples que, Mmh. de la même manière que, le cancer qu'on peut bien décrire physiquement avec des facteurs de risque, bien connus, le soleil, le tabac et cetera. Oui, Parfois, il y a aussi des choses spirituelles qui viennent, s'ajouter à ça. oui, c'est vrai. Donc toi, Sandra, tu en penses quoi? Alors moi, j'en pense effectivement que, bah, déjà on est un esprit. Dieu nous a créés, on est un esprit. Il nous a donné une âme, les émotions, la prise de décision, la réflexion, l'intelligence, tout ça. Et puis on vit dans un corps, donc on est des êtres tripartites. Et ça, c'est hyper important de comprendre cette dimension-là, Mmh. que tout n'est pas physiologique, ni tout n'est pas psychologique. Mais le domaine spirituel, c'est comme si il domine sur le reste, en fait. Hem et d'ailleurs, quand on est chrétien, on doit marcher par l'esprit et non par la chair et donc c'est notre esprit vivifié et édifié qui peut gouverner sur notre âme et notre corps. C'est un peu dans cet ordre que ça doit se faire. Donc bien sûr que, il y a énormément de choses qui sont, heu, des conséquences d'une cause spirituelle, mais qu'on voit pas de fait, tu vois? C'est dans l'endométriose, le dérèglement hormonaux, les douleurs de règles, tout ça, on se dit: «Bon, bah, c'est comme ça», mais c'est pas comme ça et en fait, ben, en tout cas dans ma vie, moi, quand j'ai brisé l'héritage, que j'ai demandé pardon au nom de mes ancêtres pour tout ce qu'ils ont fait, qui ont provoqué ces douleurs de règles que ma mère avait et qui se transmettaient de génération, que sa sœur avait aussi et ben, j'étais guérie et après je sentais aussi qu'il y avait des cycles où j'avais l'impression que ça revenait, que j'avais de Mmh. nouveau mal et je recommençais à me positionner spirituellement et puis ça lâchait
Et donc, c'était quand même une bataille, mais j'ai vaincu la bataille et j'ai plus mal pendant mes règles. Gloire à Dieu. Mais c'était une sacrée bataille. Mais les problèmes d'endométriose, tout ce qui atteint, en fait, tout ce qui est des problèmes gynécologiques, ça peut largement être des héritages spirituels, des malédictions. Tout ce qui est stérilité, des choses comme ça, c'est vraiment à considérer spirituellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en être guéri, on peut briser les héritages, on peut recevoir la guérison parce que c'est notre héritage en Christ. C'est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, Marc 16-17. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Donc c'est quelque chose que nous, on peut donner en tant que chrétiens et c'est quelque chose que nous, on peut recevoir. C'est aussi notre héritage. Donc, et puis bon, je vais pas aller dans tout ce qui est les différents esprits mauvais qu'on peut hériter, mais il y a aussi des contestations d'alliance. Par exemple, quand on choisit Jésus, on fait alliance avec Jésus. Et donc, ça devient notre maître, ça devient notre autorité sur notre vie. Mais à ce moment-là, ça peut contester d'autres alliances. Par exemple, quand nos parents nous ont consacrés à des faux dieux, consacrés aux esprits des eaux, par exemple, c'est très fréquent sur les îles, la Martinique, la Réunion, Guadeloupe, ça c'est assez commun. Donc il y a eu des consécrations, nos parents ou nous-mêmes, peut-être dans des rituels de sorcellerie, on a pu faire alliance avec des esprits mauvais. Et donc ça va venir contester d'autres alliances. Donc ça va créer des troubles dans le fait de sortir du célibat ou des troubles dans le couple qu'on est en train de créer, ou ça va poser problème dans notre enfantement. Parce que c'est comme genre, tu t'es peut-être marié avec un autre, mais tu n'auras pas d'enfant. Et donc ça va toucher, la conséquence, ce sera toutes sortes de problèmes au niveau des entrailles. Agression sexuelle, enfant, des troubles, comme on vient de parler là. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter la question spirituelle. Et puis pour ça, on vous oriente. Déjà pour toutes les questions que tu as répondues, Lauriane, c'est important de savoir, notre gynécologue préférée, c'est comme ça qu'on t'appelle. Et tu étais une des intervenantes à Zoa Basique. Ça, c'est toute une formation qu'on donne où on parle de tous ces sujets, contraception, etc., vraiment en détail. Et cette formation, vous pouvez la trouver sur esai61.fr. Donc, je vous encourage. En plus, on a fait un bonus où on parle des FIV, on parle de l'accouchement sans douleur, tout ça. C'est génial. Et puis, j'ai fait aussi un parcours à perte de grossesse volontaire pour aider toutes les femmes qui ont eu des IVG, IMG, etc. Et puis, on a le parcours thérapeutique. C'est aussi un parcours qui traite la délivrance, le pardon, la sexualité. Donc ça, c'est plutôt que de vivre des entretiens, on a fait ce parcours pour tous les gens qui sont à distance. On a Ésaïe 61, enfin c'est toutes des formations ou des parcours thérapeutiques qui pourront vous aider à justement sortir de ces liens générationnels. Voilà, ma belle Lauriane, merci. Qui nous touche nous ou qui a touché nos ancêtres. Voilà, exactement. On est... on parle d'héritage en fait. Même les psychologues, ils sont hyper au courant du transgénérationnel. Les médecins comme toi, vous êtes au courant. À chaque fois, on demande est-ce que vos parents ont eu ça? Est-ce que dans la famille, il y a des problèmes de cœur, etc. Et puis des fois, au niveau spirituel, on néglige complètement cette partie-là, alors ça devrait être une des plus importantes en fait quand on est chrétien. Tout à fait d'accord. De traiter tout ça. Donc, en tout cas, merci Lauriane pour toutes tes réponses qui sont très riches. J'imagine que vous êtes édifiés, vous avez plein de pistes pour la suite. En tout cas, on vous bénit et puis on se réjouit de vous voir. Ciao. Ciao. Une femme a le pouvoir de donner des ailes à son mari et de propulser ses enfants dans leur destinée. Est-ce que tu as déjà été entre parenthèses ?
lever. Vous savez, quand tu dis lève-toi, lève-toi, je t'appelle, lève-toi, Gédéon, lève-toi, Déborah.